Déjà, d'être pilote d'avion, c'est pas banal en soi. Tous les pilotes vont vous le dire. Il y a toujours des choses qui sont hors de notre contrôle. On doit vraiment s'ajuster de seconde en seconde avec Dame Nature. Mais quand on est aussi pilote de brousse, ça, par contre, aussi, c'est doublement fascinant. Et quand on a volé dans les années 60-70, c'est la belle époque, justement, où on pouvait se rendre dans le Grand Nord canadien, je pense que ça rajoute aussi une sorte de mystère et d'intérêt également supplémentaire. On parle tout de suite avec Dominique Prinet, qui, bien entendu, était pilote dans les belles années 60-70, s'y rendait régulièrement dans la brousse, on peut le dire comme ça, canadienne, nordique. Il réunit le tout, ces histoires fascinantes avec un livre du nom de Pilote du bout du monde. Il est avec nous par le truchement de la technologie. Monsieur Dominique Prinet, bonjour. Bonjour, monsieur. Très content de vous savoir avec nous. Pourquoi avoir décidé de raconter le tout dans un livre? Parce que vous l'aviez déjà fait, je pense, par le passé, par une série d'articles. Oui, c'est ça. J'avais publié autrefois, il y a 50 ou 60 ans, des articles parce que j'étais tellement fasciné par ce que je faisais. Ça me paraissait tellement extraordinaire. Je rencontrais des gens tellement fascinants dans des paysages spectaculaires et des conditions de vol qui étaient souvent extrêmes que j'avais besoin de le partager. Alors, quand j'avais le temps, je prenais des notes et je les regroupais pour en faire des articles que je publiais à l'époque dans une revue française. Et ça a eu pas mal de succès. J'avais toute une série de fans qui m'ont écrit. J'ai reçu plus de 200 lettres de jeunes Français et pilotes enthousiasmés qui voulaient faire la même chose. Alors ensuite, ça a été facile de regrouper tout ça sous forme de livres récemment. Maintenant que j'ai le temps, c'était plus facile. Oui. Et justement, il vous est arrivé beaucoup de choses. On pourra l'aborder un petit peu plus loin, mais pourquoi avoir choisi ce genre d'expédition, d'être pilote dans le Grand Nord canadien quand même? Vous auriez pu le faire dans d'autres contrées ou de d'autres façons, des vols commerciaux, par exemple, où c'est peut-être un petit peu plus relax et c'est l'avion qui pilote presque seul. Mais vous avez décidé d'y aller dans l'extrême quand même. J'ai toujours été intéressé et fasciné par l'aventure. J'ai fait des tas de balades, des escalades dans les Alpes. J'ai fait traverser l'Europe en autostop. J'ai fait le tour de l'Angleterre en vélo, des choses comme ça. Donc j'avais besoin de quelque chose qui soit pas trop régulier. Et puis ce qui me passionnait dans l'aviation de brousse, c'est que le pilote est responsable, c'est-à-dire qu'il va où il veut, quand il veut. On part souvent pendant des jours et il m'est arrivé de partir pendant 6 semaines avec ma caisse à outils pour réparer l'avion et essayant de trouver des bidons d'essence en cours de route. Et il faut choisir sa route et décider de si ça passe ou si ça passe pas, faire demi-tour, changer de circuit. Donc, il y a tout un tas de décisions qui rendent le travail absolument passionnant. Ben oui, et d'ailleurs, c'est ça, parce que vous avez transporté des pêcheurs, des chasseurs, des trappeurs, des chercheurs d'or ou de pétrole, et donc un peu un peu comme un Far West, là, on peut l'imaginer comme ça à la belle époque. Et qu'est-ce que ça prend pour être un bon pilote, comme vous l'avez été pendant de nombreuses années? Est-ce que c'est d'être calme? Est-ce que c'est d'avoir un sens de la débrouillardise hors du commun? Oui, effectivement, il faut rester calme et savoir se débrouiller. Il faut être techniquement bon pilote parce qu'on se retrouve souvent dans des conditions qui sont très difficiles où il faut manœuvrer près du sol par mauvais temps dans des conditions difficiles avec un avion qui est souvent en surcharge. Ne le dites à personne, mais dans la pratique, c'est ce qu'on est obligé de faire. Et donc, il faut être techniquement bon pilote. Mais il faut surtout savoir prendre des décisions à plus long terme. Qu'est-ce qu'on fait avec ces passagers? Qu'est-ce qu'on fait avec l'avion? Est-ce qu'on continue? Est-ce qu'on s'arrête? Est-ce qu'on a le temps? On attend que la météo s'améliore? Est-ce qu'on fait demi-tour? Qu'est-ce qui se passe quand le temps empire et que ça devient assez catastrophique? Il y a des décisions à prendre et c'est de là que dépend la vie des passagers. C'est la justesse des décisions qu'on prend. C'est ça qui rend le travail fascinant. Et d'ailleurs, parmi ce travail et ces histoires que vous relatez,
Parlez-moi de celle du territoire du Nord-Ouest, quand il y a eu un atterrissage là, qui s'est fait quand même de façon, je pense, assez serrée avec un Cessna 180 sur ski et il faisait à peu près quoi, moins 35 ou moins 40 dans les territoires du Nord-Ouest. Alors, racontez-nous qu'est-ce qui s'est passé, comment ça s'est tramé, cette histoire-là? Voilà, c'est ça. Alors, il faisait assez beau, c'était en novembre, il faisait moins 35, effectivement. Et je me suis posé dans ce qui était supposé être un camp de prospecteurs dans lequel il était supposé y avoir du monde. Et on m'avait dit qu'ils réclamaient de l'essence. Donc, je me suis dit que s'ils réclament de l'essence et que la glace est épaisse, ils sont là tout le monde. Alors, j'atterris là avec ma nouvelle épouse. On était mariés depuis 15 jours. Et au moment où l'avion s'arrête, il passe à travers la glace et pendant un moment, je ne vois plus rien. Je ne comprends pas où le paysage est parti parce que je vois que du gris devant moi. Et je me suis aperçu que je regardais le fond du lac à travers le pare-brise parce que l'avion était à 45 degrés, le nez sous l'eau. Oh. Il a fallu sortir de là, ce qui était pénible parce que l'avion s'enfonçait, il y avait de l'eau dans la cabine. On est sorti de là et je me suis aperçu avec horreur que le camp était non seulement abandonné, mais il était fermé. Donc on a eu toute espèce de mal à débloquer les portes et j'ai couru partout pour chercher des allumettes, pour allumer un feu et j'en trouvais pas. Oh. Et quand on commençait à geler, nos vêtements étaient gelés à l'extérieur. Au bout de quelques minutes, ma femme commençait à geler, elle s'est arrêtée. Et elle a dit, ben, je ne peux plus. Et moi, j'avais les mains recroquevillées et je commençais à avoir du mal à fonctionner. Alors, avant de nous enfermer dans la cuisine et de fermer la porte pour ne pas être bouffé par les loups, j'ai fait un dernier tour et j'ai trouvé un petit paquet d'allumettes en papier. Le seul qu'il y avait dans le camp, dans trois cabanes du camp. Tout le reste était vide. Alors, on allumait à poil. J'ai arraché des cartes du mur, des pin-ups, etc., tout mis en vrac dans un poêle, et c'est ça qui nous a sauvés. Wow. Et ensuite, on a reçu la visite d'un autochtone au bout de 48 heures qui est venu voir parce qu'il nous a expliqué j'ai l'habitude, quand il y a des avions qui se posent à l'horizon, au bout de quelques heures, ils repartent. Mais celui-là n'était pas reparti. Alors, je me suis demandé s'il y avait un problème, donc je suis allé voir. Et puis, un autre avion de la compagnie est venu voir ce qui se passait. Alors, je lui ai écrit dans la neige qu'on avait besoin d'un sac de couchage. Il m'a dit qu'il n'en avait pas. Il est reparti. Et puis, 2 jours plus tard, un hélicoptère arrivait de l'horizon, un gros hélicoptère avec 2 mécaniciens. Ils ont découpé la glace autour de l'avion. Ils ont soulevé l'avion. Ils l'ont posé par terre. Ils l'ont nettoyé et ma femme et moi sommes rentrés par l'hélicoptère et les 2 mécaniciens, au bout de 24 heures, sont revenus avec l'avion. Et voilà, et tout s'est bien fini. Et ça a été toute une lune de miel avec votre femme, ça, c'est... Oui. C'est pas ce qu'on aurait souhaité, j'imagine, comme sorte de mariage nouveau et de début de lune de miel, mais c'est fascinant. Et ce genre d'histoire-là, vous le retrouverez dans ce livre avec M. Dominique Prinay, qui on parlait dans les dernières minutes, Pilote du bout du monde, à trouver un peu partout. M. Prinay, merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on avait, mais j'en aurais pris davantage avec vous. Et ça rajoute l'intérêt de continuer notre conversation en lisant votre livre. Ça a été très heureux comme conversation. Merci à vous. Mais je vous remercie. À bientôt.